la distribution des œuvres d'art. Les artistes marginalisés dans leur profession se heurtent à une difficulté extrêmement redoutable. Au fil des ans, leur atelier devient de plus en plus encombré de peintures que personne ne veut acheter, témoins ostensibles qui leur rappellent jour après jour leur incapacité à obtenir ou regagner la reconnaissance de leur travail. Certains en arrivent à désespérer de jamais connaître un modeste succès ou de trouver un nouveau style, aussi vendable que le précédent, et abandonnent la peinture. Comme un artiste l'a dit à leur propos, quand on n'arrive pas à vendre ses peintures, alors qu'on ne cesse de produire, on éprouve fatalement de la rancœur, à moins d'être très solide, et la plupart des artistes ne le sont pas. Lévin, 1972. Après avoir réalisé une œuvre, l'artiste doit la diffuser, trouver un mécanisme de distribution qui la rende accessible aux personnes susceptibles de l'apprécier et qui, en même temps, le remboursent des efforts, de l'argent et du matériel investi, et lui fournissent les moyens matériels d'en réaliser d'autres. Un artiste peut travailler en dehors de toute distribution. Il est souvent arrivé que des œuvres, une fois réalisées, soient dissimulées par leurs auteurs ou totalement négligées par le public auquel elles s'adressaient. Un grand nombre, peut-être une majorité d'artistes, ne parviennent pas à monnayer leurs œuvres pour asseoir leur activité sur ce seul type de revenus. Pourtant, les mondes de l'art pleinement développés créent des systèmes de distribution qui intègrent les artistes dans l'économie de leur société. Ils mettent les œuvres à la disposition du public qui les apprécie et qui sont prêts à les acheter à un prix suffisant pour permettre aux artistes de poursuivre leur travail. Ces systèmes de distribution, comme d'autres activités de coopération inhérentes à un monde de l'art, peuvent être contrôlés par les artistes eux-mêmes. En général, ce sont des intermédiaires spécialisés qui s'en occupent, en obéissant à des intérêts souvent différents de ceux des artistes dont ils diffusent les œuvres. Comme ils sont dans les affaires, ils cherchent à rationaliser une production créatrice relativement fluctuante et capricieuse. Hirsch, 1972. Les marchands doivent avoir des œuvres à exposer dans leurs galeries et les directeurs de théâtre ont besoin de spectacles pour bâtir leur programme. Ils en ont besoin même si les artistes ne veulent pas produire le genre d'œuvre qui semblerait répondre à la demande, mais d'autres moins adaptés au système. Les distributeurs veulent discipliner une activité désordonnée afin d'assurer la stabilité de leurs affaires et aussi de créer des conditions stables favorables à une production régulière. Cela les conduit souvent à s'intéresser aux œuvres pour de toute autre raison que leur valeur artistique, de quelque manière qu'on l'apprécie. Moulin, 1967. Comme la plupart des artistes souhaitent bénéficier d'une diffusion, ils travaillent sans jamais perdre de vue ce que le système de distribution propre à leur monde peut prendre en charge. Quel genre d'œuvre pourra-t-il diffuser? Lesquelles refoulera-t-il? Qu'offrira-t-il en échange de quel type d'œuvre? Selon les systèmes de distribution, ce sont des catégories différentes d'intermédiaires qui font circuler les œuvres et l'argent entre les artistes et le public, et des liens plus ou moins directs de communication et d'influence qui s'établissent entre producteurs et consommateurs des œuvres. Les œuvres d'art portent toujours l'empreinte du système qui assure leur distribution, mais à des degrés divers. Quand les artistes ne vivent pas de leur activité artistique, l'influence est minime. Quand ils travaillent expressément pour un client, elle atteint un maximum. Quand les artistes réalisent des œuvres sans connaître d'avance leur public, l'influence s'exerce par le biais des contraintes qu'imposent les intermédiaires dans un système de distribution forcément plus complexe. Cette influence devient pesante pour les artistes lorsque les distributeurs ont des idées personnelles sur la forme que doivent revêtir les œuvres d'art, ou lorsqu'ils ne connaissent pas assez les conventions de l'art pour exprimer des préférences ou des exigences qui apparaissent légitimes aux artistes. En revanche, les artistes associent volontiers à la production de l'œuvre un client ou un intermédiaire, si c'est un connaisseur. Si les œuvres d'art finissent par se conformer aux possibilités du système de distribution, c'est qu'en règle générale, celles qui ne s'y conforment pas ne sont pas diffusées, à supposer qu'elles soient seulement réalisées. Et comme la plupart des artistes veulent faire diffuser leurs œuvres, ils s'abstiennent de faire un travail incompatible avec le système. Mais si les artistes travaillent sans perdre de vue ces éléments, ils n'en sont pas pour autant prisonniers. Les systèmes évoluent et s'adaptent aux artistes, tout comme les artistes évoluent et s'adaptent au système. De plus, des artistes peuvent se retirer d'un système existant pour en créer un autre, ou du moins essayer. Ils peuvent aussi renoncer à tous les avantages contraignants de la distribution. Les mondes de l'art possèdent souvent plusieurs systèmes de distribution qui fonctionnent en même temps.
Dans le monde de la peinture contemporaine, le système des marchands galeristes consiste avec le mécénat et la commande directe. De la même façon, il y avait plusieurs formules dans le monde de la peinture italienne au XVIIe siècle. Dans la poésie contemporaine, les créateurs doivent compter sur eux-mêmes, mais peuvent bénéficier d'aides publiques ou privées. Ainsi, les artistes peuvent choisir le système de distribution qui leur semble le plus avantageux ou le moins contraignant. La distribution a une énorme incidence sur les réputations. Ce qui n'est pas distribué n'est pas connu et ne peut donc jouir d'aucune considération ni revêtir la moindre importance historique. C'est un cercle vicieux, car ce qui n'a pas de réputation ne sera sans doute pas distribué. Quand nous aborderons la question de la valeur artistique, nous devrons donc tenir compte de la façon dont les systèmes de distribution et les préjugés professionnels qu'ils véhiculent modifient l'idée même que l'on se fait de l'importance des œuvres. L'autofinancement. Dans beaucoup de mondes de l'art, notamment la poésie et la photographie contemporaine, les revenus du travail artistique sont si faibles que la plupart des praticiens produisent leurs œuvres selon un système d'autofinancement. Les artistes dont les ressources financières sont limitées ne peuvent faire un travail qui exige des fournitures, du matériel, un personnel ou un local trop onéreux. Des disciplines comme la poésie et la photographie, qui ne demandent qu'un investissement relativement faible, attirent beaucoup de praticiens. Or, plus ils sont nombreux, plus il leur est difficile de financer une activité artistique à temps plein avec ce que leur apportent les œuvres. La plupart des artistes qui choisissent ces disciplines se procurent des moyens d'existence en dehors de la création artistique, proprement dite, ou à sa périphérie. Certains ont une épouse qui gagne assez d'argent ou possèdent une fortune suffisante pour subvenir aux besoins du ménage. D'autres ont hérité ou mis de côté de quoi pouvoir se consacrer librement à leur art. D'autres encore se procurent tout simplement un emploi grâce à leur position sociale ou à leur formation. De nombreux poètes financent ainsi leur travail créateur. Eliot était employé de banque avant de travailler chez un éditeur. Wallace Stevens était conseiller juridique dans une compagnie d'assurance et Williams exerçait la médecine. Les artistes peuvent aussi avoir un métier de subsistance dans le monde de l'art lui-même. Des peintres deviennent encadreurs, des compositeurs orchestrateurs et des romanciers lecteurs dans une maison d'édition. Plus souvent, ils enseignent leur art dans une école, une université, un institut ou autre, ou encore ils donnent des cours particuliers. Ces occupations laissent-elles assez de temps pour un véritable travail artistique? Les artistes déplorent souvent les effets néfastes des activités alimentaires sur leurs œuvres. Elles leur prennent tout leur temps, ou bien elles sont trop liées à leur art et peuvent alors les perturber dans la création d'œuvres originales. Ainsi, les photographes qui font un travail commercial disent parfois que cela influence leur œuvre personnelle, car ils y acquièrent des réflexes dont ils ont du mal à se débarrasser. Les artistes peuvent préférer travailler dans l'enseignement ou exercer une profession libérale, parce que cela leur permet de maîtriser leur emploi du temps. Ils peuvent aussi se tourner vers des activités moins prestigieuses, mais qui leur semblent intellectuellement moins prenantes, même si elles sont physiquement pénibles et leur laissent peu de temps libre. Les artistes qui financent eux-mêmes leurs œuvres ne sont pas obligés de se soumettre au système de distribution de leur discipline. Ils n'ont pas besoin de faire diffuser leurs œuvres, en tout cas pas pour en tirer une contrepartie pécuniaire. S'ils sont suffisamment isolés ou éloignés du monde de l'art, leur situation leur semblera plus libératrice que frustrante. À partir du moment où ils n'ont pas besoin de produire en vue d'une distribution, ils peuvent oublier les exigences du système et réaliser à leur convenance des œuvres grandes ou petites, longues ou courtes, limpides ou inintelligibles, jouables ou injouables, car ils sont affranchis des contraintes d'un système de distribution rigide, incapable de prendre en charge des œuvres hors normes. Cette latitude est particulièrement manifeste dans le cas des artistes francs-tireurs et des naïfs, sur lesquels nous reviendrons plus loin. La plupart des artistes gardent des attaches assez fortes avec le monde de l'art pour avoir besoin de son système et pouvoir trouver un public, sinon un soutien financier. Certains passent tout simplement par les canaux de distribution auxquels recourent normalement ceux qui vivent de leur production artistique. Leurs œuvres sont publiées, exposées ou jouées dans les mêmes lieux que celles des professionnels. Ils ne diffèrent des professionnels que par la faculté de méconnaître les contraintes du système, si elles leur déplaisent. C'est pourquoi l'autofinancement est la formule qui donne le plus de liberté aux artistes.
pour peu qu'ils aient des ressources suffisantes par ailleurs. Ils peuvent même créer leur propre système de distribution. Les artistes plasticiens fondent souvent des galeries coopératives où ils partagent les frais et assument une grande partie du travail de gestion ou de promotion en échange de la possibilité d'exposer régulièrement. Les chanteurs et musiciens débutants qui n'ont pas encore attiré l'attention des organisateurs de concerts et des maisons de disques donnent souvent des récitals à leurs frais. Si le système de distribution en place rejette un grand nombre d'artistes désireux d'y participer, quelqu'un peut organiser un système parallèle pour prendre en charge leurs œuvres. Ainsi, le salon des refusés a été créé à Paris dans les années 1860 pour exposer les peintures éliminées par le jury du salon officiel. Des maisons d'édition publient à compte d'auteurs des manuscrits refusés par les autres éditeurs. Mais ces exemples nous rappellent aussi que la participation au système de distribution officiel est un des indices qui permettent à un monde de l'art de distinguer les vrais artistes des amateurs. Les gens qui recourent pour une raison ou pour une autre à des systèmes parallèles risquent de se classer définitivement parmi les amateurs. Michael McColl, en 1977, a fait une étude sur les femmes peintres de Saint-Louis, un monde de l'art replié sur lui-même, où il était bien difficile de faire respecter son travail artistique. Elles durent démontrer leur sérieux par d'autres moyens que la peinture, en obtenant par exemple des postes d'enseignantes dans les départements d'art des universités locales, et c'était à seule fin d'acquérir une respectabilité que certaines prenaient ces emplois, comme l'une d'elles l'expliqua à Michael McColl. Elle est mariée à un homme très très riche, qui se fait un plaisir de financer son passe-temps, mais elle veut son indépendance matérielle, du moins dans son travail artistique. Elle dit qu'elle ne pourra se considérer comme une adulte qu'à cette condition. Il faut vraiment de la ténacité pour faire un travail sérieux quand on n'a pas son indépendance matérielle. McColl, 1978. Michael McColl observe qu'une des solutions est de vendre des œuvres. Non seulement cela procure des revenus, mais cela permet aussi de se prouver et de prouver aux autres que l'art est un métier, pas une simple occupation. Une autre femme peintre qui n'enseignait pas lui confia: il n'est pas possible de gagner sa vie en vendant à Saint-Louis, mais j'aimerais vendre quelques œuvres, histoire de me prouver que je suis une artiste. Alors je pourrais répondre que j'ai gagné de l'argent quand mon mari me mettra en boîte. Je n'avais pas l'intention de vendre, mais maintenant que j'ai une série de dessins, je pourrais songer à en vendre quelques-uns. McColl, 1978. Ces femmes veulent entre autres choses se distinguer du monde des faiseurs de tableaux qui peignent en dehors des circuits officiels ou au mépris des idéologies et des esthétiques en vigueur dans le monde de la peinture. Un faiseur de tableaux est quelqu'un qui se targue par exemple d'exécuter très vite les peintures et souvent plusieurs à la fois. Je commence par ébaucher au lavis sur toutes les toiles, ensuite je fais tous les fonds et puis je passe à peu près 2 heures sur chaque toile à mettre en place les détails et le premier plan. McColl, 1977. Surtout les faiseurs de tableaux montrent et vendent leurs œuvres dans les expositions organisées par la société d'artistes amateurs à laquelle ils appartiennent. Ils briguent aussi les récompenses décernées par cette société. On apporte tous une peinture. Il y a un thème, par exemple un paysage de neige en janvier ou des fleurs au printemps. Chacun doit faire une peinture sur ce thème. Ensuite on s'est réunis pour les juger. Tout le monde vote et on a un certain nombre de points si on est choisi. Les faiseurs de tableaux peuvent produire des œuvres qui ne sont pas moins bonnes que celles des professionnels. Michael McColl n'aborde pas la question et il ne s'agit pas d'admettre un tel jugement a priori, mais il expose dans des conditions que tels membres du monde de l'art sérieux, associés à l'amateurisme, ils ne peuvent donc accepter. Il y a là un parallèle à établir avec ce qui se passe dans les clubs de photographes amateurs évoqués au chapitre précédent. Ainsi, l'autofinancement résout certains des problèmes, mais pas tous, posés par les systèmes de distribution d'un monde de l'art. On n'a pas besoin de recourir au système pour financer son travail. Si la discipline choisie n'exige pas de grandes dépenses, si on a assez de ressources pour couvrir les frais, même élevés, ou si on peut obtenir ce dont on a besoin grâce au troc, mais on peut vouloir porter tout de même son travail à la connaissance du public adéquat. Si le meilleur ou le seul moyen de toucher ce public consiste à passer par le système de distribution officiel, il faut composer avec ce système, ou imaginer une autre façon d'atteindre le même objectif, ou renoncer à se faire apprécier par ce public. Il arrive que les artistes évitent délibérément les publics, que seuls les moyens conventionnels de diffusion permettent d'atteindre, parce que ces publics attendent du système
qu'ils leur présentent précisément les œuvres qu'ils préfèrent et savent déjà apprécier. Ils ne s'intéressent pas aux œuvres différentes que le système ne prend